Il se raconte sur les réseaux sociaux, dans les presses, et même certaines chaînes internationales en ont fait le relais. Il est question du détournement de 39 milliards de francs CFA liés au dégrèvement. C'est quoi le dégrèvement? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous avons le directeur général des impôts sur notre plateau. Il tentera de donner toutes les explications liées à cette notion. Nous parlerons également des résultats des recettes de la Direction générale des impôts pour le trimestre à venir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est de plus en plus question sur les réseaux sociaux, dans certaines presses, je le disais à l'entame de cette émission, de détournement de 39 milliards de francs CFA liés à la notion de dégrèvement. C'est quoi le dégrèvement déjà? Merci, M. Boifo. Alors, le dégrèvement est une procédure prévue par la loi et qui figure bel et bien dans le Code général des impôts et dans le livre de procédure fiscale. De quoi s'agit-il? Le dégrèvement consiste en une annulation d'impôt. Ce dégrèvement peut être initié de deux manières prévues par la loi. Il y a le dégrèvement suite à un recours du contribuable. Le recours peut revêtir essentiellement deux formes. Il y a le recours contentieux, parce que le contribuable conteste l'imposition qui est mise à sa charge. Il y a le recours gracieux. Le contribuable reconnaît sa dette fiscale, mais se dit dans l'impossibilité de l'acquitter, soit en partie, soit en totalité. Ça, c'est le dégrèvement suite à recours. Ensuite, il y a le dégrèvement d'office. C'est-à-dire l'administration elle-même se saisit lorsqu'elle se rend compte qu'elle a commis une ou des erreurs dans les impositions d'un contribuable. Donc, elle n'attend pas que le contribuable la saisisse. Il peut s'agir d'erreurs matérielles, il peut s'agir d'erreurs d'appréciation, il peut s'agir par exemple de toutes sortes d'erreurs. Au lieu de taper 1000, par exemple, au moment de la saisie, vous avez saisi 10 000. Il y a un zéro de plus. Vous vous en rendez compte, vous n'attendez pas que le contribuable fasse un recours contentieux. Alors, dans les deux cas, le dégrèvement consiste à annuler partiellement ou entièrement, si par exemple c'est une erreur de l'administration, c'est un dégrèvement d'office. Si c'est une saisine du contribuable et que c'est un recours contentieux, il est examiné. Si le contribuable a raison, l'administration est obligée d'annuler l'imposition. Et cette annulation se fait par voie de dégrèvement. Lorsqu'il s'agit d'une remise gracieuse, parce que le contribuable est dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette fiscale, l'administration analyse les motifs et peut annuler soit partiellement, soit totalement. Cela aboutit également à un dégrèvement. Donc c'est une annulation totale ou partielle de dette fiscale prévue par la loi. Alors maintenant, le lien entre le dégrèvement tel que je viens d'expliquer, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas détourner. Maintenant, est-ce que le dégrèvement est fondé ou pas? Là, c'est une autre question. Mais vous comprendrez qu'il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre une annulation d'impôt. Le détournement suppose qu'on a encaissé des sommes et qu'elles sont allées dans une autre destination que celle prévue par la loi. Or, ici, il ne s'agit pas de sommes encaissées. Il s'agit d'annulation totale ou partielle selon une procédure prévue par la loi. La question qui se pose par rapport à l'actualité, c'est de voir si il s'agit d'imposition due ou non due. Mais il n'y a pas de détournement, il n'y a aucun lien. En tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures fiscales, il n'y a aucun lien. Donc, je voudrais vous rassurer sur ce point, il n'y a pas de lien entre le dégrèvement tel que je viens de vous l'expliquer. C'est une procédure prévue par la loi qui doit aboutir à une annulation totale ou partielle de l'imposition, soit suite à un recours contentieux, soit suite à un recours gracieux, soit même sur saisine, auto-saisine de l'administration, lorsqu'elle se rend compte qu'elle-même a commis des erreurs, soit dans la liquidation de l'impôt, soit dans la détermination même de la matière imposable.
Voilà donc un peu ce qu'on peut dire comme précision. Ça n'a aucun lien. Faire un lien entre les dégrèvements et les détournements, je ne vois pas comment est-ce que ça peut se faire. On détourne ce qui est rentré. Le dégrèvement porte sur des sommes qui ne sont pas encaissées. Pour le moment, nous n'avons pas de cas, connaissance de cas de détournement. Voilà. Le lien, comme vous l'avez dit, qui est fait sur les réseaux sociaux entre le dégrèvement et le détournement, ce lien n'existe pas. Parce qu'on détourne des sommes encaissées, effectivement encaissées, et qui étaient peut-être affectées ou destinées à un organisme, à l'État, et qui ont été déroutées. Déroutées. Donc on peut parler de détournement. Mais le dégrèvement, je viens de vous parler, il porte sur des sommes qui ne sont pas rentrées. Comment on peut détourner des sommes qui ne sont pas rentrées? Pour parler terre à terre, je ne vois pas. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Tout dit et sauf. Monsieur le directeur général, y a-t-il un lien entre le dégrèvement et la signature du directeur général des impôts? Alors, vous me voyez sourire, hein? Alors, on a parlé de signature électronique du directeur général des impôts. On a parlé de lien entre cette signature électronique et les dégrèvements. Alors, vous me donnez l'occasion d'apporter vraiment des précisions. Là, je vais être très précis. Dans cette émission, on dit tout. Bah, là, je dirai tout. La première des choses, c'est que le directeur général des impôts ne dispose pas de signature électronique. Le directeur général des impôts n'a pas de signature électronique. La signature électronique existe à la direction générale des impôts pour des personnes ou des responsables nommément et de façon exhaustive désignés. Il s'agit de certains directeurs centraux, des directeurs régionaux et des chefs de centre des impôts. La signature électronique porte sur certains actes qui sont des actes de gestion. Vous avez par exemple l'attestation de régularité des situations fiscales, vous avez les certificats d'imposition, les certificats de non-imposition, les attestations d'exonération, d'IRC, d'impôt sur les bénéfices, etc. Donc, ces actes-là, la demande est faite en ligne, en direction des différents responsables que je viens de citer. Et la réponse, l'acte qui est établi par l'administration, est également délivré en ligne de façon électronique. Et ce sont ces responsables-là qui disposent de la signature électronique. En clair, il s'agit de responsables opérationnels, c'est-à-dire ceux qui gèrent les contribuables. Le directeur général des impôts, bien qu'étant le premier responsable de l'administration fiscale, ne gère pas de contribuables en propre. Et donc, il n'a pas de signature électronique. De même, le directeur général des impôts, bien qu'étant le premier responsable, ne fait pas de dégrèvement, puisqu'il ne gère pas en propre de contribuables. Il gère à la fois tous les contribuables et rien. Donc, le directeur général des impôts ne fait pas de dégrèvement et il n'a pas de signature électronique. Alors, faire un lien entre signature électronique qui n'existe pas, on ne peut falsifier que ce qui existe. Il paraît qu'elle a été falsifiée. On ne peut falsifier que ce qui existe. Or, la signature électronique du DG n'existe pas. Alors, comment on peut la falsifier? Le DG ne fait pas de dégrèvement. Voilà un peu les précisions que je voulais apporter. Je pense que c'est clair. Résultat des recettes fiscales de la Direction générale des impôts, deuxième trimestre 2026. Commentaire. D'accord, merci monsieur. Alors, en termes de résultats, il faut dire que la Direction générale des impôts avait un objectif de recettes de 1711,2 milliards au titre du deuxième trimestre 2026. À l'atterrissage, nous sortons avec 1778,7 milliards. Donc, il y a un écart positif de 65,7 milliards, soit un taux de réalisation d'à peu près 104%. Pour être précis, c'est 103,9%. Donc, en termes chiffrés, voici présenter les résultats. La DGI au titre du deuxième trimestre 2026. Quelles sont les prévisions pour le semestre à venir?
Alors, le semestre à venir, le trimestre, nous, on préfère aller par trimestre. L'objectif est de 1504 milliards pour le troisième trimestre. Et je pense que cet objectif, il a notre portée. Il a notre portée. C'est vrai que c'est un trimestre qui est généralement un peu difficile, mais bon, avec toutes les réformes que nous avons mises en place, avec la remobilisation de nos effectifs, nous pensons pouvoir réaliser cet objectif-là. Monsieur le directeur général, la thématique est consacrée au rendement des régimes de l'entrepreneur et des micro-entreprises. Je parle du séminaire que vous organisez en ce moment. Alors effectivement, c'est le thème central de notre séminaire bilan. Séminaire bilan, deuxième trimestre et premier semestre. C'est un séminaire couplé. Et qui fait le bilan du deuxième trimestre et le bilan à l'échelle du semestre. Alors ce thème a été retenu par le séminaire au regard des contre-performances que nous avons constatées concernant le rendement de ces impôts, qui sont des régimes forfaitaires, qui ont été instaurés il y a 4 ans, dans le souci de mieux fiscaliser les petites et moyennes entreprises en les attirant par une fiscalité allégée par rapport au régime d'imposition qui leur était appliqué par le passé. Donc, par le passé, il y avait le régime de l'impôt synthétique et il y avait le régime simplifié d'imposition qui descendait jusqu'à un certain seuil. La réforme a consisté donc à supprimer le régime de l'impôt synthétique et à instaurer des régimes forfaitaires, la taxe d'État de l'entrepreneur et la taxe des micro-entreprises. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que ces petites et micro-entreprises qui étaient réfugiées dans le secteur informel puissent être embarquées progressivement dans le secteur formel d'un point de vue fiscal. En contrepartie, il y a des objectifs qui leur ont été fixés en termes de recettes que ces catégories de contribuables devraient produire. Le constat, c'est que depuis 4 ans, les objectifs de recettes ne sont pas atteints. Donc, le séminaire a décidé de mener une réflexion. Est-ce que c'est la réforme qui n'est pas bonne ou bien est-ce qu'il y a de la résistance? Si c'est la réforme qui n'est pas bonne, il faut engager une réflexion ou arriver à une réforme adaptée. Si c'est de la résistance, il faut certainement intensifier la sensibilisation de cette catégorie de contribuables. En tout cas, c'est le séminaire qui va décliner les axes de progression dans ce domaine-là. Pour le moment, le directeur général ne peut pas préjuger des conclusions du séminaire, mais c'est un sujet de préoccupation. Nous sommes à la fin de cette émission. Message à l'attention des populations. Merci. Alors, je voudrais inviter et rassurer d'ailleurs, d'abord, nos concitoyens. Les rassurer pour dire que l'administration a un devoir de redevabilité. De même que nous faisons la sensibilisation pour inviter nos concitoyens à s'acquitter de leurs impôts, à déclarer leurs opérations, leurs biens et s'acquitter de leurs impôts. De même, nous leur sommes redevables de la bonne gestion des sommes que nous collectons au nom de l'État. Je voudrais donc rassurer nos concitoyens, les inviter à renforcer leur civisme fiscal, contribuer à la mobilisation des ressources domestiques afin de permettre à l'État de faire face à ses obligations régaliennes. Construction des routes, aujourd'hui on en a besoin, on en a vu beaucoup, mais on en a encore besoin. Des hôpitaux, des centres de santé, dans les petites régions, l'éducation nationale, tout cela est fait sur la base des ressources collectées et avec les ressources collectées. Donc je voudrais, rassurer les contribuables que leur argent est utilisé à bon escient et les inviter à contribuer au développement de ce pays par leur contribution fiscale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.